Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier et pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. Moi qui suis née au début des années 90, elle est et restera Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Sa voix si unique a bercé bien des générations. Aujourd'hui, je rencontre Hélène Ségara dans les locaux de M6. Elle est en pleine promotion de l'émission « La France a un incroyable talent ». Depuis 9 saisons, elle fait partie du jury. Ses débuts, sa carrière, ses projets, elle se confie. Alors aujourd'hui, je me trouve avec Hélène Ségara. Hélène Ségara, bonjour. Bonjour. Alors moi qui suis née dans les années 90, vous faites partie des chanteuses phares de cette décennie. Ouais, c'est vrai que pour moi, il y avait 3 grandes stars de la chanson. Il y y avait Céline Dion, Lara Fabian et Hélène. Voilà, le trio. Écoute, je suis contente de faire partie du trio. Qu'est-ce que ça vous inspire d'avoir marqué comme ça toute une génération ? C'est un cadeau, je trouve. En fait, on a souvent du mal à avoir du recul sur ce genre de choses, mais je m'en aperçois parce que finalement, je croise très peu de Français qui me connaissent pas. Donc je me dis, je fais partie un peu du patrimoine national, quoi. Mais bon, les patrimoines dans les chéris, normalement, donc tout va bien. Et quand une chanteuse comme Angèle dit que voilà, si elle est devenue chanteuse, c'est parce qu'il y a une artiste comme vous qui l'a fait rêver. Qu'est-ce que ça vous inspire aussi ? Finalement, il y a un peu c'est quand même génial parce que ce soit Angèle, Clara, enfin toute cette nouvelle génération, ou même un Julien Doré qui connaît Trop de gens qui t'aiment par cœur et tout, moi, je trouve ça extraordinaire de traverser le temps. Et je trouve ça bien aussi d'appartenir à une diversité, c'est-à-dire que ces gens-là font des choses différentes et malgré tout, je fais partie de leurs repères musicaux, des choses qui les ont construits, avec d'autres choses évidemment, mais même certains rappeurs. Donc je trouve ça extra. Alors devenir chanteuse, quand on est enfant, c'était mon rêve, je ne mens pas pour le podcast, mais je voulais devenir chanteuse. C'était votre rêve aussi, je crois, de petite fille. Mais comment on y parvient à ce rêve ? Moi, j'ai pas trouvé la formule. Il y a eu la galère quand même. Moi, ouais. je pense qu'il y a peut-être pas beaucoup de femmes qui auraient galéré comme moi. Vivre dans 15 mètres carrés avec un enfant pendant plusieurs années, aller travailler dans des restaurants, chanter de 10h du soir à 5h du matin dans la fumée, galérer et avoir très peu de revenus comme j'en ai eu pendant des années. Je veux dire, la première fois que j'ai entendu mon single à la radio, j'en étais au stade où je crevais encore la dalle et que j'étais à une caisse de supermarché quand mon titre est passé et que j'étais en train de requitter des yaourts parce que j'avais pas assez d'argent. Donc c'est sûr que ce rêve-là, il faut pas croire qu'il est tombé tout cuit. Il est tombé après des années de sacrifice, d'espoir, de travail, d'insomnie, de sacrifice, voilà. Vous n'avez jamais douté ? Oh si, en permanence. Mais le doute fait partie de nous. Je pense que sans le doute, si on n'avait que des acquis et des certitudes, on construirait rien, justement, parce qu'on se serait installé et on sortirait pas de notre zone de confort. Qu'est-ce qui a fait que vous y avez cru vraiment particulièrement et que vous vous êtes accroché malgré cette galère ? J'avais pas le choix. Je n'avais que moi sur qui compter. J'avais un enfant que j'élevais seul, sans aide, sans rien. J'avais pas le choix, je crois. C'était une question de survie, de me battre pour ce que je voulais atteindre. Quel est le moment où tout a basculé ? Donc c'est le moment où vous entendez votre single dans les rayons du supermarché. Ouais. C'est ce moment où j'entends « Je vous aime, adieu ». Je me dis, en plus c'est une chanson que j'ai écrite, pour laquelle j'ai reçu un prix pour mon texte, etc. Et là je me dis, peut-être que mon destin est en train de changer. Parce que je peux pas dire que jusque-là, ça avait été la grosse folie dans ma vie. C'est combien d'années de galère pour à peu près situer ? Beaucoup. Une enfance pas facile déjà. Une enfance pas facile et je suis partie à 15 ans de chez moi. Donc c'est vrai qu'il y avait déjà plus de 10 ans, pas d'errance, mais de responsabilité, de questionnement. Donc vous êtes partie très tôt de chez vous. Tout de suite, vous avez dû être autonome, gagner votre vie. Mais toujours en faisant de la chanson,
Alors, ou en cumulant le des premier petits jobs à travail que côté? je faisais, c'était... je m'occupais de personnes âgées dans un centre. Et justement, pour leur passer le temps, je leur chantais des chansonnettes, ce qu'ils adoraient. Après, je me suis occupée d'enfants. Après, j'ai vendu des programmes quand je suis arrivée à Paris dans les concerts. Je me rappelle, concert de Meat Loaf. Je vendais des programmes qui devaient être à 20 balles. Et moi, j'ai été payée 30 balles, je crois. Donc, je disais aux gens, allez, achetez-moi un programme. Quand je suis partie à 15 ans, j'ai commencé à gagner ma vie en chantant dans des restaurants, dans des choses comme ça, ouais. Il y a quand même eu le moment où on vous a vraiment, qui vous a révélé au grand public, c'est ce duo avec Andrea Bocelli, Voperley. Vous vous souvenez de cet engouement à ce moment-là, ça y est, de cette médiatisation, pas, ouais. de ce succès, ça s'est passé d'une manière tellement folle. C'est-à-dire que la véritable histoire de cette chanson, c'est qu'au départ, elle a été proposée à une autre chanteuse qui l'a refusée parce que pécuniairement, il n'y avait pas un intérêt foldingue, complètement fou au niveau sous pour faire cette chanson. Erreur. Et moi, en fait, de me dire, ce chanteur qui sortait de Conte Partiro, ne serait-ce que tenter l'histoire de chanter avec lui, je me disais, ça s'essaye, parce que vraiment, même gratuitement, j'y serais allée de toute façon. Enfin, faut pas dire ça, parce que tout travail mérite ça. Bien sûr. Et donc, j'ai fait un essai. La rencontre, vous sentiez que c'était quelque chose pour vous. Qui cherchait une chanteuse qui monte haut dans les aigus, etc. Donc, je me dis, allez, je fais un essai de voix en studio. Et puis, ils partent avec les bandes le jour même en disant, on part en Italie, on va lui faire écouter pour voir si ça lui plaît. Et puis, plus de nouvelles. Donc, j'osais en parler à personne dans ma famille. Je me dis, bon. Puis, au bout de 3 semaines, quand même, j'en pouvais plus d'attendre. Et je dis, mais on a des nouvelles, on sait s'il a aimé. Oh non, mais il a adoré, c'est déjà gravé, ça revient par camion. Wow. Et à partir de là, ça a été une espèce de spirale folle, parce qu'on s'était pas rencontrés. Donc après, on a vécu notre rencontre après coup, avec une complicité très drôle. Et puis, ça a commencé, tout s'est accéléré d'un coup. Et entre-temps, on m'avait proposé Notre-Dame de Paris, j'avais refusé. Ah. Donc c'est Noah qui a fait le rôle, qui a fait l'album. Et puis, moi, j'ai commencé la promo de mon duo. On vous voyait, moi je me souviens, je suis née en 91, et je me souviens, on vous voyait tout le temps à la télé. Il y avait tout le temps Andrea Bocelli et Hélène Ségara. Vous êtes même plus jeune que mon fils, qui est de 90 alors. Oui, Michel Drucker, je crois qu'une fois, il avait dit Hélène Ségara, on dirait qu'elle dort à la télé, mais moi, j'avais tellement manqué de rêves, d'espoir et tout, que je ne pouvais pas refuser une demande de travail. J'étais dans cette espèce de tourbillon où je me disais, c'est tellement incroyable ce qui m'arrive que je veux vivre chaque seconde, je veux vivre chaque truc. Moi, j'étais épuisée à un moment donné, entre quand Notre-Dame a commencé et ce duo enchaîné. Franchement, j'avais plus de vie, quoi. Justement, comment est-ce qu'on garde un peu les pieds sur terre dans ce tourbillon? Je pense que je les ai toujours gardés, mais ça vient de plus loin que... Je vois beaucoup de gens qui se laissent enivrer, qui perdent un peu la tête et qui font n'importe quoi et qui, d'un seul coup, prennent le melon et méprisent les autres, etc. Moi, je pense que j'ai une éducation trop solide pour devenir comme ça. Et je suis partie de trop bas. Oui, vous avez galéré. Ouais. Donc, vous savez ce que c'est que de galérer. Et puis, vous savez, la vie, c'est comme un océan. Il y a des moments où on se noie, il y a des vagues qui nous emportent, il y a des vagues qui nous emmènent tout en haut, puis il y a des vagues qui nous coulent au fond de l'océan. Il faut vraiment se dire que la vie, c'est pas une autoroute, quoi. Donc, moi, je prenais rien pour acquis. C'est-à-dire que le succès que j'avais à ce moment-là, je pense que je l'ai pas savouré à sa juste valeur parce que j'arrivais pas à y croire. J'avais pas le recul. Ça a été une spirale qui n'a pas arrêté, quoi, qui est passée du duo de Bocelli à Notre-Dame de Paris, à mon album Avec elle tu l'aimes, trop de gens qui t'aiment, puis ça a été la chanson préférée des Français, puis après j'ai été chanteuse préférée je comprenais rien, quoi, c'est-à dire que j'avais pas le temps de souffler ni de m'arrêter. Il y avait la bande originale aussi du dessin animé Anastasia, vous vous rappelez de ça? Ouais, oui, bien sûr. Qui est génial. Non, tout allait très vite, et je crois que j'avais pas le temps de m'y attarder, quoi. J'étais dans le travail, dans l'urgence, ça allait trop vite, quoi. Comment on fait pour bien s'entourer dans ce moment-là et justement ne pas faire les mauvais choix qui peuvent nous donner une mauvaise image et compromettre la suite de notre carrière? C'est pas facile d'avoir du recul, encore une fois, et c'est pas facile de réaliser est-ce que notre entourage, quand on n'y connaît rien, est-ce que notre entourage est bon ou est-ce qu'il est nocif?
on apprend peu à peu. Malheureusement, il n'y a que l'expérience et les années. On fait des erreurs, heureusement qu'on en fait d'ailleurs, mais ouais, je pense que j'ai quand même eu un entourage qui m'a appris mon métier. Vraiment, c'était important pour moi. Après, je suis restée quand même intègre. C'est-à-dire, par exemple, si je peux parler d'Orlando, qui a été mon Pygmalion, lui, au départ, voulait que je sois totalement inaccessible, totalement intouchable, mystérieuse. Et je lui dis, c'est pas moi. Moi, mes fans, je connais leurs prénoms, je les prends dans mes bras s'ils sont tristes, etc. Et c'était un truc qui le dépassait. Vous aviez pas peur d'être vue comme une Dalida à ce moment-là, justement, qui fasse de vous, voilà, un peu la même... Mais je pense qu'on avait beaucoup de choses en commun, Dalida et moi. C'était une femme profondément humaine, qui était passionnée par son métier, qui a eu aussi des moments extrêmement compliqués dans sa vie. Mais d'abord, on n'a pas eu la même époque et la même construction, et ni la même construction de carrière. Donc, dans des époques différentes. Mais peur, non, parce que, je veux dire, être associée avec quelqu'un qui a autant de classe, d'élégance et une telle carrière, c'est pas une peur, non. Après, vous parliez de choix tout à l'heure, je pense que les choix sont décisifs. Moi, je sais qu'à l'époque, on m'avait proposé une télé-réalité que j'avais refusée, on m'avait proposé de poser nue pour un journal un peu... j'avais refusé. Je faisais des choix auxquels je ne faisais pas de concessions. Voilà, ça faisait partie. Voilà, je suis italo-arménienne. J'ai pas du tout envie d'afficher mon corps dans des pages, bien que ça ne me gêne pas si les autres le font. Je ne juge pas les autres, mais moi je suis trop pudique, donc je faisais que ce qui était en accord avec ma personnalité, avec vos valeurs et mon éducation, ouais. Il y a des choses que vous avez regrettées après? Oui, certaines. Par exemple, quand on m'avait proposé Moulin Rouge, j'avais pas voulu aller au bout d'essai parce que justement, pour le bout d'essai, il fallait que je sois à moitié dénudée et que j'avais dit, je vais perdre tous mes moyens, ça sert à rien. Bon, après, quand je vois Nicole Kidman, je vois pas ce que j'aurais fait de mieux. Mais il cherchait une Française à la base. Oui, j'ai refusé aussi. Moi, je sais qu'aujourd'hui, les jeunes qui démarrent la carrière sont déjà au courant de leurs droits d'édition, de leurs droits d'auteur, de toutes les deals qu'ils peuvent faire avec les marques. Moi, j'ai raté tous les trains à ce niveau-là. On m'avait proposé d'avoir une rose à mon nom, d'avoir un parc aquatique à mon nom, d'avoir un parfum à mon nom, de faire du business, de monter des affaires, de prêter mon nom pour des trucs, qu'est-ce qu'on m'avait proposé d'autre ? C'est fou. Et en fait, j'ai laissé passer tous les trains parce que j'avais aucun sens du business. Et tant mieux, quelque part. C'est ce que j'allais vous dire. Peut-être que c'est aussi ce qui... Ouais, mais aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui arrivent, qui demandent leur droit d'édition, le machin, le bidule, et moi, j'ai mis des années avant d'avoir des droits sur les chansons que j'écrivais. Enfin, je veux dire... ça paraît complètement fou, mais ils ont déjà tous les codes et les règles que moi j'ignorais. Moi, j'arrivais du Sud et voilà, quoi. Donc, c'était pas difficile, de m'imposer des choses. Mais en même temps, je me sentais reconnaissante déjà de ce que j'avais. Je vais revenir sur Notre-Dame de Paris. Donc, au début, vous refusez le rôle. Comment ça s'est fait? Enfin, comment ça s'est passé après? J'avais quand même fait des bouts d'essai chez un monsieur qui s'appelait Alberto et donc Luc Plamondon avait adoré mes bouts d'essai, sauf que moi, entre-temps, quand le duo avec Andrea est parti, ça a pris une telle ampleur que je pouvais pas du tout cumuler tout à la fois. Et encore une fois, j'ai élevé un petit garçon toute seule, donc voilà. Et puis finalement, le hasard veut qu'au moment où le duo avec Bocelli touche à sa fin, après des mois quand même, parce qu'il a été en tête des charts pendant très très longtemps, et que ma vie se calme un peu, Luc Plamondon m'appelle en me disant écoute, la chanteuse Noah ne se sent pas de reprendre le rôle sur scène en français, etc. J'ai retrouvé tes bouts d'essai et je pense que ça serait magnifique que ça soit toi qui la remplace. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, avec trop d'ego, auraient refusé ce genre de proposition. Moi, c'est pas du tout comme ça que j'ai réfléchi. Moi, c'était juste pas le bon moment. Voilà, je me suis dit le timing était pas le bon. Et là, aujourd'hui, si ça revient à moi, il faut que je sois... C'est un signe, il faut y aller. Exactement. Et pas de regret, j'imagine. Aucun. J'ai signé pour 3 mois, j'ai fait 3 ans. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir de cette comédie musicale? Un souvenir plutôt nostalgique? Non, je garde un souvenir heureux. Des soirées pyjama chez moi, des pétanques que j'organisais avec des brunchs le dimanche...
j'organisais un petit peu une vie sociale parce qu'on travaillait tous les jours. Mais le dimanche, on faisait en sorte que le midi, on se retrouve. Quand on avait des déplacements, s'il y avait une soirée off entre les déplacements, on l'a passé chez moi, par terre, à regarder Friends toute la nuit. Garou a pleuré parce qu'il avait peur de mes chats. Enfin, pas à pleurer, mais enfin, c'était assez rigolo. Mais comment vous faisiez avec votre enfant? Alors mon enfant, quand on était au Palais des Congrès, c'est Garou qui m'a rappelé ça. Il voulait pas me quitter, donc j'avais demandé un canapé dans ma loge pour qu'il puisse dormir, se coucher. Franchement, Raphaël a été un enfant très facile. Donc, il savait qu'il avait le droit de rester près de nous jusqu'à une certaine heure. Et après, c'était carrément acquis, quoi. Il allait se mettre dans le canapé, il commençait sa petite nuit, etc. Mais avant d'aller se coucher, il avait installé un carton au coin des escaliers. Il avait remonté des canettes de boissons parce qu'il savait qu'on n'avait pas le temps de descendre chercher à boire. Et il avait ouvert son bar. C'était le bar des artistes. Génial. Et donc, Garou arrivait, lui prenait une canette de ci, Fiori lui en prenait une autre. Et puis chacun lui laissait un gros sou. Et ça le faisait, et ça l'éclatait, quoi. Il avait quel âge? Il avait 10 ans et ce qui est génial, c'est que Charles Tallard nous avait demandé d'être sur scène le jour de Noël. Donc moi, j'ai dit, ça me pose un vrai problème parce qu'on est nombreux à avoir des enfants et que laisser nos enfants pour travailler, c'est quand même pas génial. Et j'avais demandé à Charles, j'avais dit, écoute, on est plusieurs, on peut être ce soir sur scène, le soir de Noël sur scène, mais en échange, tu nous laisses la scène l'après-midi pour que nos enfants jouent le spectacle, mais version mini. Génial. Donc, on avait déguisé nos enfants, maquillés, mais le même maquillage que Garou. Ils connaissaient les chansons par cœur, tous, le fils de Cochiante, le fils de Daniel Lavoie, etc. Et ils s'étaient maquillés, ils avaient préparé leur rôle, ils connaissaient toutes les chansons par cœur et ils ont joué le mini Notre-Dame de Paris. Il faudrait que je retrouve la cassette vidéo de ça, je la cherche désespérément. Et c'était merveilleux. Et donc, l'après-midi, ils avaient été avec nous. Le soir, on a joué. Ensuite, j'ai demandé à Charles Tallard de prévoir un dîner de Noël avec une grande tablée. On a fait un dîner de Noël. J'ai demandé à ce qu'il y ait un sapin. Et puis voilà, on avait mis les cadeaux dans le sapin, etc. Et ça a été quand même très familial. Et c'est ça que je garderai le plus. En dehors de l'aventure extraordinaire artistique. C'est tous ces à côté. C'est l'aventure humaine. Ouais, parce qu'on s'entendait vraiment bien. Je sais que des fois, je recroise certains de nos danseurs avec beaucoup d'émotion, ou par exemple, j'ai recroisé le garçon qui installait mon harnais et qui me faisait voler en l'air tous les soirs quand j'étais pendue, et à chaque fois on est heureux de se voir. Il faut avoir vraiment confiance. Oui, tout à fait. Philou, ouais, c'était sûr qu'il fallait avoir confiance. Donc vous avez gardé contact avec tous les autres artistes Oui, après il y en a qu'on voit plus ou moins, hein, mais qu'on perd de vue, c'est la vie. Ouais, voilà. Après Garou, c'est quelqu'un qui va et qui vient. Fiori, on se voit plus souvent parce qu'on est dans le même pays. Julie aussi. Daniel Lavoie, on se voit moins souvent, mais quand on se croise, on est toujours ravis de se voir. Bruno, c'est un ami très proche, mais éloigné géographiquement. C'est peut-être de Bruno que je me sens la plus proche humainement. Est-ce que ça a été 3 ans de votre vie, même peut-être un peu plus, c'est là où je veux en venir. Ce rôle, aussi magique soit-il, est-ce que parfois, ce personnage, il vous a pas un peu trop collé à la peau? Pas du tout. Non. Alors, moi, vous avez tout à l'heure évoqué le dessin animé Anastasia. Je me souviens, je travaillais pour des assos d'enfants malades et quand je visitais les enfants, ils m'appelaient parfois Esmeralda, parfois ils m'appelaient Anastasia. Ça ne m'a jamais gênée parce que je pense que un artiste, c'est ça. On est toute une palette de personnages et en même temps, le point commun, c'était moi finalement. J'étais le lien qui avait... Quand j'ai joué Esmeralda, je me suis pas approprié un rôle. J'ai mis ce que j'étais au service de ce rôle. C'est-à-dire que jouer une fille bohémienne qui croit en l'amour mais qui fait les mauvais choix, etc., c'était totalement moi. J'ai grandi dans le sud, j'étais rebelle, je voulais pas mettre de chaussures. Ma mère m'avait appelée Tchingene, ça veut dire bohémienne en arménien. Effectivement, j'étais très sentimentale, pas toujours fait les super choix non plus. Et finalement, j'incarnais parfaitement, j'épousais totalement. Et en plus, bien avant qu'on me propose ce rôle, j'étais une grande fan de Victor Hugo. J'avais lu, dévoré. Il est né un 26 février comme moi. J'aimais autant ses romans qui étaient des pavés d'une précision incroyable. On voyait chaque image tellement il était descriptif.
Et en même temps, j'aimais sa poésie mystique dans laquelle je me retrouvais tout le temps. Donc c'est vrai que Anastasia, c'était une telle belle histoire de cette légende, parce qu'on dit que c'est une légende, mais bon, de cette fille de tsar qui on ne sait pas si c'est vraiment la descendante de cette famille, etc. Mais le lien, à chaque fois, c'était des héroïnes pleines d'amour, qui écoutaient leur cœur, donc j'avais pas du tout de mal à m'identifier. Mais me dire que le rôle m'a collé à la peau, oui, et alors? Enfin, je veux dire, y a pire, hein. Ça me dérange pas à chaque fois que les gens m'en reparlent. Je comprends pas les artistes qui n'ont plus envie de rechanter leur grand succès, ou qui n'ont plus envie qu'on leur reparle d'un projet qui leur a collé pendant des années. Ça fait partie de vous? Ça fait partie de ce qui nous a rapprochés de notre public. Je veux dire, je peux pas aujourd'hui faire un concert et priver mon public de Vivo Perley ou de Elle tu l'aimes ou de Trop de gens qui t'aiment et leur dire désolé, j'ai plus envie, je l'ai trop chanté. Non, moi je m'en lasse pas du tout. Et en fait, ce qui, je pense, me sauve dans ce métier, c'est que j'ai gardé une fraîcheur, une âme d'enfant qui fait que rien ne me lasse, quoi. Est-ce que ça n'a pas été parfois difficile, cette image de belle Esmeralda qui... Non, je l'ai pas joué comme ça, moi, Esmeralda. Je l'ai pas joué belle. Et puis d'abord, je me sentais pas du tout belle à l'époque, ni plus tard. Mais vous n'avez pas eu l'impression d'être après coup jugée sur votre physique? Pas du tout. Voilà. Ouais. Alors pas du tout, parce que, alors justement, je m'en foutais complètement. Moi, je suis une femme comme les autres. J'avais mes complexes à l'époque. J'en ai toujours d'ailleurs, et je vis avec. J'ai pas avancé dans cette carrière avec une étiquette de top modèle qui devait être parfaite. J'étais chanteuse et j'arrivais avec, moi je suis toute petite, hein, je fais 1m60, donc j'arrivais avec mes 1m60, avec des formes, et en fait j'avais décidé justement de ne pas axer mon personnage là-dessus. Mon personnage, il devenait poignant quand je faisais un Ave Maria à genoux. Est-ce que dans beaucoup de milieux professionnels, les femmes restent minoritaires? Moi, ce podcast, j'ai beaucoup donné la parole à des femmes dans le milieu de la télévision. Les chiffres sont là, elles sont quand même 2 fois moins présentes que les hommes. Enfin, elles parlent 3 fois moins que les hommes à la télévision. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti dans l'univers de la musique, ou au contraire, pas du tout? Je ne porte jamais, je ne fais pas le focus sur les choses négatives. C'est ce qui m'a permis de rester aussi longtemps. Bien sûr que c'est une réalité. Je pense que moi, par exemple, tant que j'étais chanteuse et que j'avais pas commencé à faire des talk shows et tout, on m'avait collé une étiquette de fille lisse qui pleurait dans une grande robe de princesse. Il a fallu que je fasse des talk shows pour que les gens réalisent que j'avais des choses à dire, que j'étais drôle, que j'étais pertinente, heureusement. Mais c'est vrai que moi, c'est plutôt ça qui me gêne. C'est même pas la minorité, parce qu'on va dire une chose. Aujourd'hui, on va parler de minorité inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va mettre des gens positionnés, des personnes de couleur, etc. Mais il n'y a aucune sincérité dans la démarche. C'est-à-dire qu'ils ne sont que des plions pour dédouaner des gens. Ça me dérange. Qu'on mette en position quelqu'un, qu'on fasse, comment ça s'appelle, de la discrimination positive, qu'on fasse ça parce que quelqu'un a du talent. Mais je pense que moi, j'ai rencontré, je vous dirais pas qui, mais une personne qui avait été placée à la télé du jour au lendemain, juste parce que à l'époque, il fallait une personne... Pour remplir un quota. Voilà, pour remplir un quota, qu'il fallait une personne gay, il fallait une personne de couleur, il fallait une personne musulmane, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment du bullshit. C'est-à-dire que il y a des gens qui méritent d'être là, peu importe leur couleur, peu importe leur passif, leur vie sociale, leur tendance sexuelle. On s'en fout, quoi. Et quand je vois aussi qu'on est dans une société où aujourd'hui on vit de plus en plus vieux et que pourtant on pratique de plus en plus le jeunisme, j'ai plus de problèmes avec ça. Je suis pas une féministe dans l'âme parce que je trouve ce qui me gêne dans le féminisme, je suis pour les droits de la femme, évidemment. Mais ce qui me gêne, c'est qu'on attise une fois de plus, qu'on divise. C'est qu'on attise, voilà. Moi, je connais des femmes qui détestent les hommes. Mais à la force, j'ai l'impression qu'elles ne savent même plus pourquoi. Une chasse anti-homme, parfois, qui peut être très violente. Hein. J'ai beaucoup d'amis hommes proches. J'ai eu un grand-père extraordinaire. J'ai des identités masculines autour de moi qui ont vécu l'inverse, c'est-à-dire qui ont connu des femmes qui aussi pouvaient être capables de cruauté, de prendre le leader, d'écraser, puissante et d'écraser. Voilà, exactement. Donc, en fait, je pense que
la domination ne sert à rien. Il ne faut pas que nous soyons, nous, les femmes, dominées, mais devenir dominante, je trouve ça dommage. Je pense que le jour où on arrivera à un juste équilibre, notre société ira beaucoup mieux. Mais oui, continuons à ouvrir la porte à des femmes, mais pas parce qu'elles sont mignonnes, mais parce que surtout, elles ont des choses à dire. Alors, vous parliez de cette bascule que vous avez dû faire et d'être invité dans des talk-shows et de montrer que vous aviez beaucoup de choses à dire, justement. Vous avez quand même, dès le début de votre carrière, saisi l'opportunité que pouvait être la télé. Donc là, ça va être votre huitième année. Neuvième, parce que oui, pardon. 9e année dans le jury de La France a un incroyable talent. Qu'est-ce qui vous plaît tant à la télévision, tout simplement? Dans cette émission, parce que je pense que tous les shows de télévision... Et à la télé d'une manière générale, mais oui, on fera un focus plus sur La France a un incroyable talent. Moi, il y a plein de choses que j'aime à la télé. J'aime quand on peut, en un coup de baguette magique, changer les gens. Ça, j'ai toujours aimé. Et nous, dans l'émission, aujourd'hui, on donne des sérieux coups de pouce à des gens. Je pense qu'il y a quelques candidats, il n'y en a pas qu'un, qui travaillent maintenant beaucoup grâce à leur passage dans l'émission. Je pense qu'il y a des candidats qui se sont remis en question, qui se sont améliorés, et je pense qu'il y a des candidats qui feront des carrières immenses. Et qui, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas, bien sûr. Mais, et en fait, ce qui me plaît dans cette émission, c'est de partager ce rêve, ce moment-là, d'être cueilli par une émotion, d'être emporté par un fou rire, c'est la vie, ça. Pour moi, ça, c'est la vie. Et c'est pour ça que c'est une émission grand public et tout public, parce que finalement, on s'aperçoit que y a des gens qui se sont bagarrés pour arriver à l'émission, puis il y a des gens qui arrivent, et c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là, mais c'est drôle à crever. Enfin, je veux dire, non, je pense pas que je pourrais me lasser. En tout cas, on voit tout type de personnes, d'histoires. Tout, voilà, tout milieu confondu, tout confondu. C'est un petit échantillon de... C'est un laboratoire... C'est un laboratoire expérimental où 4 personnes s'assoient et voient passer des spécimens parfois incroyablement touchants, parfois incroyablement drôles et parfois incroyablement aussi prétentieux. Enfin, on a tout le panel qui puisse exister. C'est difficile quand on est face à des candidats qui sont prétentieux et qui c'est le seul moment où je suis en fait, c'est le seul moment où je suis un peu dure. Alors, on voit pas tout parce qu'il y a des choses qui sont coupées au montage, mais les rares fois où je suis dure, c'est parce que je sens que la personne arrive en manquant totalement d'humilité. Et sinon, je suis toujours bienveillante. D'ailleurs, ce matin, on m'a dit « on avait dit que vous étiez trop gentil, que vous disiez trop de oui. » Oui, tant mieux. Je souhaite rester comme ça. Je veux dire, si la gentillesse, il y en avait un peu plus partout aujourd'hui, ça ira un petit peu mieux dans notre monde. Mais la bienveillance, on dirait qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de « oh là là, pourquoi elle est comme ça? C'est bizarre, c'est suspect. » Enfin, tu vois. C'est vrai. Qu'est-ce que ça cache? Moi, il y a vous verrez, cette année, d'ailleurs, j'ai mis plus de noms parce qu'il y avait des trucs qui me touchaient absolument pas. Mais ça n'est jamais fait dans la méchanceté. Parce qu'on ne sait pas, d'abord, on ne connaît pas la fragilité de la personne, on ne sait pas quel est son bagage, avec quoi elle arrive, on ne connaît pas ses combats. Donc, quand une personne arrive et que je trouve ça insuffisant, j'ai pour moi, vous n'êtes pas mon incroyable talent, mais voilà, je vous encourage. Faut être factuel, voilà. Qu'est-ce qui vous motive? Une 9e saison, c'est quand même assez rare, une longévité comme ça dans une émission. L'humain, ce qui se passe entre nous. La rencontre humaine. Vous savez, il y a beaucoup d'émissions où je sais que dans les coulisses, c'est pas très cool l'ambiance. Mais pas celle-ci. Et ça veut pas dire qu'on est toujours d'accord. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que dans une famille, on est toujours d'accord? Pas du tout. Avec Marianne, avec Eric, quand on a un truc à se dire, ou avec Samy, on se le dit. Je peux vous dire qu'il y a un respect mutuel et à la fois, il n'y a pas de crainte l'un de l'autre. Si j'ai envie de te dire ça te plaît pas, c'est pareil. Dans une famille, on peut tout se dire. Exactement. Pareil, un ami qui ne l'est plus ne l'a jamais été pour moi. Donc, si on estime qu'on part sur des bases de complicité, d'amitié, on devrait pouvoir se dire la vérité. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est ce qui me plaît dans cette émission, c'est ce côté familial qu'on a non seulement entre nous, mais qu'on crée avec les candidats. Quand vous prenez un candidat comme Ryan, qui l'année dernière était mon Golden Buzzer, je veux dire, aujourd'hui, Ryan m'écrit chaque semaine. Il m'appelle Tati. Je suis rentrée dans sa vie et j'en sortirai plus, je crois. Après, ça n'arrive pas tous les jours, mais
Même un mec comme Théo Lavabo avec sa chipolata, à la base, je signais pas pour ça. Hein. Moi, je dis mais c'est pas possible, quoi. Mais le mec est tellement gentil, en vrai, tellement génial que j'ai jamais coupé le amène lien. Tellement quelque chose de différent. Mais aussi. oui, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il se creuse la tête. Voilà, il est clivant, mais il se creuse la tête. Et puis surtout, c'est un amour de garçon dans la vie, quoi. Le fait que ce soit toujours ce même jury, ça fait quelques années maintenant qu'il n'a pas changé. Hein, ouais, ça fait 5 ans qu'il n'a pas changé. Ah oui, quand même. Ça vous troublerait qu'il y ait un petit peu, j'avoue. Mais moi, j'ai démarré avec Kamel et Gilbert Rozon. Ça se passait très, très bien aussi. C'était une autre énergie. Là, en fait, je crois que chacun a son propre rôle. C'est-à-dire que Samy, bon, c'est la vanne, c'est comme on dit, c'est le killer. Et puis, il a vraiment des comment on dit, des punchlines qui tuent, quoi. Ouais, on attend la punchline, c'est vrai. Voilà. Eric, il est tout dans l'émotionnel, mais le foufou, il est fatigant, quoi. Je veux dire, il est agité, ce garçon, hein, mais à la fois, c'est un gros nounours. Marianne, elle est dans le scalpel, c'est-à-dire qu'elle va tout analyser, etc. Puis... Mais quand on la connaît, on sait aussi que elle va se battre pour pousser quelqu'un derrière, et c'est quelqu'un de très tendre quand on la connaît. Mais après, vous savez, les armures, elles ne tombent que si on mérite de les faire tomber, tout simplement. Et parfois, on rencontre des gens, on s'imagine que ce sont des gens froids ou que des gens pas chaleureux, des gens ceci, cela, mais c'est juste de la protection. Il faut aller au-delà de ça. On se protège tous, plus ou moins. Normal. Le fait qu'on vous oppose souvent avec Marianne James, j'ai lu pas mal d'interviews. Pas souvent, c'est arrivé juste cette année. Ouais, vous êtes la gentille et elle, c'est la méchante. On s'en fout un peu, on en rigole pour dire la vérité. On en rigole un peu pour dire la vérité parce que d'abord, on ne sait pas qui peut raconter de telles choses et puis c'est souvent, ils cherchent des choses à dire. Là, moi, ce matin, j'ai quand même vu passer un papier sur moi. J'avais posté une photo où je souriais. Et ils ont quand même sorti un papier en reprenant la photo en disant sourire sans détartrage. Bon, déjà, l'amorce, elle est magnifique. Et puis, elle rit avec toutes ses dents. Et en fait, je m'aperçois, j'ai dit, c'est l'empire du vide, quoi. C'est-à-dire que parfois, ils font un papier parce qu'ils ont rien, quoi. Donc, ça, je m'en fous complètement. À partir du moment où on touche pas à ma vie privée, à mes enfants, etc., je m'en fous. Ils peuvent raconter ils peuvent même raconter que je suis montée sur Marianne et qu'elle m'est montée dessus. Enfin, je m'en fous complètement. Ça va nous faire marrer. Et il y a plein de fois, on n'est pas d'accord. Et ça finit toujours par des gros bisous, hein. Parce que même quand on est fâché, ça finit par des bisous. Donc, faut vous calmer, quoi. Faut arrêter de faire des choses qui servent à rien, surtout. Alors, pour poursuivre sur la télévision, durant des années, on vous a beaucoup vu, je pense notamment à La Fureur avec il y a très longtemps, avec Arthur. Ouais. Il y a très longtemps. Quel souvenir vous gardez de cette époque-là ? C'était le tout début. J'étais très gauche. En fait, j'étais pas super à l'aise. J'étais plutôt maladroite. J'étais dans mes petits souliers, on va dire. Et je me suis pas toujours sentie à ma place. C'est-à-dire que Arthur, c'est quelqu'un qui a été un précurseur en télé. Oh oui. Et il a toujours été. Hein. C'est quelqu'un qui a fait bouger le PAF, vraiment. Mais moi, je me connaissais pas encore à l'époque. Donc, j'ai jamais revu ses émissions. J'ai pas de souvenir particulier. Enfin, je veux dire, je me suis amusée parce que c'était Arthur et que c'était lui et qu'on était potes. Mais ça s'arrête là, quoi. Vous regrettez d'être... moins présente à la télé, oui et non, parce qu'on vous voit quand même depuis 8 ans dans une émission qui dure 10-12 semaines. Mais quand même, vous êtes un petit peu moins... Vous faites un peu plus rare sur les plateaux de télé. Bon, après, il y a eu des causes personnelles. Hein. Je veux dire, ça fait 10 ans que je me bats et que même si j'affiche toujours un sourire, j'avais des combats à gérer à côté. Donc, je pouvais pas être à la télé tout le temps. Et puis, vous savez, on est quand même dans un pays où les gens se lassent et qu'une fois qu'une chanteuse a autant d'années de carrière que moi, on fait place à la nouveauté et aux jeunes. Donc, évidemment, il y a des émissions qui ont fait leur beau jour dans mes années, on va dire, dans mes grandes années, et puis qui après ont la mémoire courte. Mais ça, c'est une réalité aussi. Mais ça me rend pas amère du tout. Enfin, je veux dire, c'est le jeu, tout simplement. Hein. Je me faisais une réflexion aussi. On vous voit peu dans des émissions, dans les rares émissions musicales comme Taratata. Ils m'ont jamais invité, ouais. Bah alors, écoutez, faut le dire à Nagui, ça. Mais il le sait. Et comme j'ai dit que dommage quand même. Écoutez, un jour j'ai dit, on m'a dit un jour en radio, c'était, on refait la télé, on m'a dit, mais vous avez jamais fait Taratata. Mais j'ai mis tout simplement parce qu'on ne m'a jamais invité. Ah bon, mais pourquoi? J'ai dit, je n'en sais rien, mais bon, ça va, je survis. Oui. Eh ben, le fait que je dise ça va, je survis, il l'a très très mal pris.
Donc moi, si vous voulez, je peux pas gérer les égos des gens. Non, c'est sûr. Vous voyez ce que je veux Oui. dire? S'il a pas envie, il a pas envie. Et puis alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas se jeter par la fenêtre. Hein. Moi, j'ai des choses beaucoup plus graves dans ma vie. Hein. Mais vous regrettez qu'il n'y ait pas davantage d'émissions pour les artistes musicales? Ouais, mais il faut dire une réalité, c'est que Ça manque quand même. les émissions de variété aujourd'hui, malheureusement, ne font plus assez d'audimat. Donc, on a de moins en moins d'espace pour venir chanter. Quand on voit qu'une émission un peu con va faire un gros score d'audimat et que derrière... Je vous demanderai pas ce que c'est d'émission. Non, mais que derrière une émission comme la spéciale Céline Dion n'est pas forcément super suivie, ou même le concert pour le Maroc. Je trouve ça dommage que les gens ne soient pas plus solidaires. Après, si ça les saoule, ça les saoule. On peut pas les forcer. Est-ce que finalement, être artiste aujourd'hui versus être artiste dans les années 90-2000, Ouais. avec cette omniprésence des réseaux sociaux, c'est pas plus difficile? C'est plus compliqué, je pense. C'est plus compliqué parce que on nous prend en otage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réagisse sur tout. Si on n'a pas posté tel truc pour tel conflit, ça veut dire qu'on n'est pas solidaire, etc. On le voit aujourd'hui dans le conflit israélo-palestinien, tout le monde prend la parole sur un sujet qui ne maîtrise pas. Qui ne maîtrise peu de pas. personnes maîtrisent ce sujet, je pense. Et surtout, ils sont pas sur le terrain. Enfin, moi, j'ai été sacrément marraine de un paquet d'associations. J'ai parcouru le monde. J'ai été dans la jungle en Asie, à dos d'éléphant, porter du matériel médical et scolaire à des enfants. J'ai été dans le désert, porter du matériel médical. J'ai vu un petit peu sur le terrain ce que les gens pouvaient vivre au quotidien. J'ai pas été dans la guerre, ça c'est vrai. J'ai voyagé au Moyen-Orient, j'ai voyagé un peu partout, mais j'ai pas connu la guerre et je suis reconnaissante. Mais à un moment donné, aujourd'hui, j'ai fait un post sur mes réseaux qui dit, pour moi, mon rôle, c'est juste de vous dire que je suis pour la paix. Et quand il y a des gens qui souffrent dans les deux camps, ça devient très difficile de prendre du recul et de savoir pour le conflit israélo-palestinien ou arménien avec l'Azerbaïdjan, chacun est la victime de l'autre. Chacun est la victime de l'autre. Sauf que, au milieu de tout ça, il y a des gens qui tirent des ficelles, il y a des gens qui ont des raisons politiques et qui divisent les gens pour mieux régner. Et c'est ça qui me gêne et c'est pour ça que je ne veux pas prendre de parti politique. Aujourd'hui, il y a une phrase qui résume tout ça. La guerre, c'est des jeunes gens qui ne se connaissent pas, qui ne se haïssent pas, mais qui se tuent pour des gens plus âgés, qui se connaissent, qui se haïssent, mais qui ne se tuent pas. Je veux dire, les gens n'ont aucun pouvoir finalement sur ce qui se passe dans ce monde. On est là à compter les points, à regarder tout ça, avec un sentiment d'impuissance et de tristesse horrible. Je veux dire, le post que j'ai fait, où j'ai mis un Ave Maria que je chantais, et je l'ai chanté partout dans le monde, y compris dans les pays musulmans, pour montrer que la vie ne se résume pas à ce qu'on lit dans les médias. Lisez les réponses de ce post, quoi. Le nombre de gens qui sont en accord avec le fait qu'aujourd'hui, on a ce sentiment d'impuissance et de douleur. Je veux dire, si on est des humains et si on est des humanistes, on ne peut pas parler sans réfléchir. On ne peut pas parler sans maîtriser un sujet. Et cette manie aujourd'hui d'exiger des artistes qu'ils aient une opinion politique, ça m'ennuie. Parce que je trouve qu'il y en a qui commencent à ouvrir leur bouche et qui disent n'importe quoi. Et j'ai pas envie de faire partie de cela. Et de quel droit, surtout, je donnerai des leçons aux gens. Bien sûr. Qui je suis pour donner... Je suis une chanteuse. Je suis pas là pour donner des leçons à des personnes qui savent peut-être parfois plus de choses que moi. On confond tout et c'est vrai que les réseaux sociaux ont exacerbé ça, vraiment. Ben oui, Vraiment. et surtout l'anonymat qui se niche est sur les derrière. réseaux sociaux. Je veux dire, moi, il y a personne aujourd'hui qui va me dire ce que j'ai pu entendre par moment. Oh bah tiens, t'as grossi. Dans la rue, il y a jamais personne qui m'a dit t'as grossi. Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive, tu vois. Par contre, sur les réseaux, ça se lâche bien, quoi. Qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que machin, tu vois. Donc, ça prouve que c'est toujours plus facile de le faire cacher derrière un écran, et ça prouve aussi le mal-être des gens. Hein. Oui. Parce que si les gens sont heureux, s'ils sont occupés à construire une vie et à bâtir des rêves, je crois qu'ils n'ont pas le temps de perdre de l'énergie en jalousie et en médisance. Donc voilà, c'est ça le fond du problème. Je voulais revenir sur vous. Vous êtes très discrète sur votre vie privée. Oui. Pour quelles raisons? Parce que
les médias ont trop fouillé. Oui, tout à fait. Bon, déjà, j'étais mère célibataire à la base avec Raphaël. C'était quelque chose que je n'avais pas. Moi, j'ai toujours protégé mes enfants. Il se passe pas une année sans qu'on me demande de poser dans un magazine avec mes enfants. Mais non, merci. S'ils en ont pas envie, je les forcerai jamais. À quoi ça va servir? Enfin, je veux dire, s'ils en ont pas envie en plus. Donc, oui, je pense que c'est mon jardin secret, ma vie, ce que je vis. Et je trouve qu'il y a des choses intimes qui ne se racontent pas dans les journaux, tout simplement. Moi, je vois des personnes qui communiquent que sur ça. Je vois des personnes qui, quand elles sont à l'hôpital pour une prise de sang, postent leur prise de sang. Enfin, moi, je trouve ça affligeant, quoi. Voilà. Quand on a vendu comme vous des millions d'exemplaires et qu'on voit ce qui est devenu cette industrie de la musique, qu'est-ce que ça vous... Alors moi, ça vous attriste. On va dire, je suis un peu bipolaire à ce niveau-là parce que moi, j'utilise Spotify parce que je trouve ça pratique. Et en même temps, quand on voit ce que Spotify nous paye chaque mois, c'est-à-dire que Spotify, vous allez payer un abonnement chaque mois. On est sur Spotify, ce podcast aussi. Ouais. Voilà, donc on va payer 10 balles et on va avoir accès à toutes les musiques qu'on veut. Formidable. Mais est-ce qu'on sait seulement ce qu'ils nous payent, nous? Ouais. Quel pourcentage? Eux, le matériel qu'ils utilisent pour vivre et pour vendre, c'est nos chansons. Et aujourd'hui, nous, ça nous rapporte 0,01 centime. Je veux dire, si on devait vivre que de ça, on ne vivrait pas, clairement. Il y a un vrai problème là-dessus. Il y a des artistes qui l'ont dénoncé et qui ne sont pas sur ces plateformes telles que Taylor Swift et d'autres. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'élan assez solidaire pour arrêter de laisser ces gens-là se gaver sur notre dos. C'est clairement ça, oui. Alors que plein d'artistes n'arrivent pas à avoir des revenus décents. Donc aujourd'hui, ça donne quoi? Ça donne des artistes qui partent tous en concert sur les routes et des gens qui n'ont pas les moyens de payer des concerts tous les soirs, de se payer un concert tous les soirs. Donc ils doivent faire des choix. Tiens, je dois choisir entre tel spectacle, tel comique, tel chanteur, tel truc de danse. Forcément, les gens, ils ont du mal à boucler leur fin de mois. Il va falloir qu'ils fassent un choix. Donc même pour les tournées, aujourd'hui, ça devient difficile pour certains artistes. Donc on fait quoi? Je sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un artiste, il a moins de moyens, il aura moins de moyens de produire un bel album, il n'aura pas le budget, il n'aura pas machin, enfin, tout simplement. On va arriver sur scène avec 2 loupiottes, un juste au corps noir, et puis on va faire des albums avec un synthé chez soi à la maison, quoi. Et moi, les beaux violons que j'adore. Alors qu'on est de plus en plus sur des hyper-productions. Mais ouais. Alors après, il y a encore des grosses productions qui apportent vraiment du rêve et qui font que une Madonna, une Taylor Swift vont vendre leurs billets sans problème en quelques heures, etc. Mais ce sont quand même... C'est un pourcentage qui n'est pas du tout énorme. Pas du tout, la plupart des artistes. Et puis, excusez-moi, mais mettre un billet à 300 balles, faire payer 300 balles un billet de spectacle parce qu'on a eu envie de faire des choses grandioses, etc. C'est exclure une certaine partie. C'est exclure les gens. Moi, j'ai toujours lutté contre ça, c'est-à-dire même si j'ai beaucoup de carrière et que, Dieu merci, j'ai eu beaucoup de tubes et une vraie présence aujourd'hui, mais... Je suis désolée, je sais qu'il y a des familles qui viennent à mon spectacle et j'imagine très bien qu'ils ne pourraient pas le faire si je mettais mes billets hors de prix, quoi. En parlant de tournée, quels sont vos projets à venir? Écoutez, là actuellement, je suis un petit peu en guest sur les comédies musicales avec toute ma bande de copains avec qui on s'amuse beaucoup. Encore une fois, ça rejoint ce que je vous disais sur le début de cette interview, c'est-à-dire que pour moi, l'humain prime avant tout. Damien m'a proposé ce projet. Je me suis dit, bon, allez, je viens chanter 3 chansons, mais on s'amuse beaucoup, pour dire la vérité. C'est une super équipe. Cécilia, Damien, Gwendal, on se marre vraiment beaucoup. Et c'est que des gens que je connais quasiment. Aujourd'hui, en dehors de ça, c'est vrai que je suis présente à la télé et c'est vrai que parallèlement, je prépare mes 25 ans de carrière qui sont déjà passés mais que j'ai pas pu fêter et qui va se combiner par notamment un concert symphonique le 21 décembre 2024 à la salle Playel parce que ça fait partie des petits rêves que j'avais, voilà, m'offrir un symphonique dans une salle comme celle-là. Et puis évidemment faire un album de duo, c'est-à-dire m'offrir le plaisir de chanter en duo avec certains artistes que j'affectionne sur certaines chansons que les gens ont affectionnées eux aussi.
Il y a notamment, je voulais vous en parler un peu plus tôt, mais vous parlez de duo. Il y a notamment un duo qui a marqué beaucoup, c'est celui avec Morane, qui était votre amie. Quel souvenir vous gardez de ce duo-là ? C'était très mignon parce qu'on a enregistré ce duo à Bruxelles et à ICP, qui est un studio un peu légendaire là-bas. Et donc, je lui avais demandé de venir enregistrer sa voix sur une chanson très traditionnelle celte, que j'avais réadaptée et qui s'appelle D'ici. Et justement, cette chanson, elle est d'actualité parce que mon texte disait que on est là, grosso modo, on entend tout ce qui se passe dans d'autres pays, mais d'ici, on se rend pas compte. De là où on est, on se rend pas toujours compte de l'ampleur des choses, de la gravité des choses. Et j'avais écrit ce texte en disant qu'un jour, on tisserait un pont pour que tous les gens se retrouvent et partagent, voilà. Et donc, Morane fait sa partie, sa voix, et puis... Et moi, je suis derrière la vitre et je la regarde chanter et je dis, ah là là, mais qu'est-ce que j'aime cette voix, mais qu'est-ce que j'aime sa voix. C'était du velours, sa voix, ça sera toujours du velours. Et je suis là, je suis comme une gamine derrière ma vitre à boire chacune des notes qu'elle fait et en disant à Phil Délire qui prenait le son, mais quelle merveille, mais quel machin. Et puis voilà, je me régale de 2 ou 3 pistes qu'elle fait et ça vient à mon tour d'aller faire ma voix et de faire des vibes en même temps qu'elle, etc. Je fais le tour, je passe devant le micro et elle vient de l'autre côté de la vitre et elle m'écoute. Et elle commence à dire à Phil, mais quelle voix elle a, mais c'est un cristal sa voix, etc. Et Phil était mort de rire. Il a dit, en fait, j'ai entendu quasiment la même chose de l'une et de l'autre. Il y avait une admiration très grande. C'est quelqu'un avec qui j'étais amie pendant des années. Elle était à mon mariage, elle a partagé ma vie. C'était quelqu'un qui était profondément humain et dans tous ses excès aussi. Et j'aurais jamais pu imaginer que ça allait s'arrêter comme ça. Enfin, je veux dire, c'était assez inimaginable. J'ai perdu quelques amis dans ce métier. Mais je pense qu'elle manque vraiment dans le paysage musical parce que c'était une voix à part, que c'était une personne qui chantait avec toute son âme, tout son cœur. Et j'espère qu'on l'oubliera jamais, quoi. C'est pour ça qu'on parle ouais, d'elle c'est aussi. Très bien, je suis ravie. C'est pour ça qu'on parle d'elle aussi. Donc, vos projets... album de duo, concert, ouais. Et je me disais, il y a beaucoup de chanteuses qui ont eu des envies de cinéma. C'est quelque chose ouais, que non, vous mais on avez m'a fait des eu propositions. Après, prendre un rôle au cinéma, si il tient pas la route, ça m'intéresse pas. Donc, j'ai refusé des projets. J'ai refusé... certaines fictions où je me reconnaissais pas. On m'a proposé une fiction un jour sur une très belle histoire durant la guerre qui me plaisait beaucoup, puis finalement, ils n'ont pas eu les droits. Donc peut-être qu'un jour, il y aura peut-être qu'un jour, mais après, bon, je sais pas si ça arrivera. Ça sera un challenge pour moi et je pense que... Mais moi, j'ai 1000 envies encore. J'ai écrit des contes pour enfants que j'ai jamais édités. J'ai écrit un bouquin que j'ai pas terminé sur la force du mental parce que j'intervenais sur des conférences sur la pensée positive, etc. Même dans les pires moments de ma vie. J'ai fait des livres de cuisine. C'est une grande passion chez moi. C'est pas vrai. Et je devais... faut nous donner des recettes. Ah mais bien sûr, il y en a. Et je devais... au moment avant le Covid, je devais avoir ma propre émission de cuisine à la télé. C'est-à-dire guider les femmes comme moi qui ont appris la cuisine à la maison par ma grand-mère, etc., à faire des choses simples, accessibles à toutes. Et j'avais décidé, et en même temps faire découvrir un peu les cuisines du monde, parce que moi je peux cuisiner italien, provençal, français, mais aussi je me suis intéressée à la cuisine asiatique. Et je voulais donner comme ça mon approche de la cuisine. Et donc avant le Covid, j'avais eu une proposition pour avoir une série de 12 émissions de cuisine. Et finalement, le Covid a fait complètement capoter le projet. Mais j'ai encore plein d'envies. Donc, tant que j'aurai un peu de vie et de force en moi, j'essaierai une après l'autre de les atteindre. Et vous avez fait déjà tellement de belles choses. Bon, ça, c'est gentil. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien. Merci. J'étais ravie. C'était des belles questions. Merci. Merci à vous. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!